Mhm. Croix des mathématiciens? Scandale? Tout ceci n'augure rien de bien drôle. Eh bien non, en effet. Et surtout pas pour ce pauvre Hippas de Métaponte, noyé pour avoir divulgué le secret que Pythagore voulait cacher au monde. La diagonale d'un carré et son côté n'ont pas de commune mesure. Il n'y a pas de longueur fixée dont les deux soient multiples entiers. Ou en clair pour nous, leur rapport n'est pas un nombre rationnel. Il a fallu longtemps, très longtemps, avant d'exprimer les choses ainsi. En attendant, ne vous inquiétez pas trop pour ce pauvre Hippase. On n'est même pas sûr qu'il ait existé. Voici ce que dit Pappus de la légende. Pappus est un des derniers parmi les grands mathématiciens grecs. Il écrit un commentaire sur le livre 10 des éléments d'Euclide 8 siècles après la découverte du scandale. La secte ou l'école de Pythagore était si affectée par la vénération qu'elle avait de ces choses qu'un adage s'y répandit, disant que celui qui le premier divulguerait la connaissance des sourds et des irrationnels et la répondrait auprès des non-initiés périrait par noyade. C'est probablement une parabole par laquelle ils cherchaient à exprimer leur conviction que, premièrement, il est mieux de taire tout ce qui est sourd, irrationnel, inconcevable dans l'univers, et secondement que l'âme, qui par erreur ou insouciance dévoile ou révèle quoi que ce soit de cette nature en ce monde, se condamne à errer de ci de là dans un océan de non-identité. C'est que, voyez-vous, la religion de Pythagore était basée sur la croyance que les nombres entiers sont l'essence de toute chose. Alors, trouver dans une figure aussi simple qu'un carré deux longueurs qui ne sont pas dans un rapport d'entier, ça faisait désordre. Trois qualificatifs forts sont employés par Pappus. Sourd est la traduction de allogone, c'est-à-dire ce dont on ne peut pas parler, l'inexprimable. Il semble que le glissement sémantique de ce qui ne peut pas être dit vers muet puis sourd soit dû aux Arabes. Irrationnel peut faire référence à la déraison, comme à l'absence de ratio, de rapport, sous-entendu rapport d'entier. Le nombre entier, qui est par essence discret et discontinu, et la grandeur continue étaient des objets de nature totalement différente pour les Grecs. Et Pappus explique que c'est de là que vient le problème. La propriété que nous cherchons à exposer appartient essentiellement à la géométrie, car ni l'incommensurable ni l'irrationnel ne se trouvent parmi les nombres, qui sont au contraire rationnels et commensurables, tandis qu'elles sont concevables dans le cas des quantités continues, dont l'étude appartient à la géométrie. La raison de cela est que les nombres, procédant par degrés, avancent par addition de ce qui est un minimum et progressent indéfiniment. Tandis que les quantités continues commencent par un tout déterminé et indéfiniment divisible. Donc pour les Grecs, l'infini des nombres et celui de la géométrie vont en sens contraire, vers l'infiniment grand pour les nombres, vers l'infiniment petit pour la géométrie. Oh, ce n'est pas une vision tardive due au seul Pappus. Aristote, dans la métaphysique, expliquait à peu près la même chose 7 siècles auparavant. La quantité est un nombre quand elle se compte. C'est une grandeur quand elle se mesure. On entend par nombre ce qui peut se diviser en parties non continues, et par grandeur ce qui est divisible en parties qui tiennent les unes aux autres.
Du temps d'Aristote, l'incommensurabilité de la diagonale était déjà un fait bien connu. C'est même un de ses exemples favoris. Il l'utilise 26 fois dans son œuvre. Et la démonstration qu'Aristote connaissait, c'est celle que nous utilisons toujours. On prouve par exemple l'incommensurabilité de la diagonale par cette raison que les nombres impairs deviendraient égaux aux nombres pairs si on posait la diagonale commensurable. On tire alors la conclusion que les nombres impairs deviennent égaux aux nombres pairs et on prouve hypothétiquement l'incommensurabilité de la diagonale parce qu'une conclusion fausse découle de la proposition contradictoire. Car tel est, nous l'avons dit, le raisonnement par l'absurde. Il consiste à prouver l'impossibilité d'une chose au moyen de l'hypothèse concédée au début. Eh bien, voici ce raisonnement par le mathématicien le plus prolifique du XXe siècle, Paul Erdős lui-même, un orfèvre en matière à la fois d'arithmétique et de démonstration. Un jour qu'il était chez son ami Andrew Vasoni, il s'était mis en tête de démontrer l'irrationalité de Racine de 2 à la femme d'Andrew, Laura. C'est Andrew qui raconte l'histoire et qui a gardé la page que vous allez voir. Laura, je vais te démontrer le scandale pythagoricien. S'il y a quoi que ce soit que tu ne comprennes pas, dis-le-moi et j'éclaircirai les choses. Bien, supposons que la racine de 2 est rationnelle, donc elle est égale à A sur B, où A et B sont de nombres entiers. Ok, Laura était d'accord. Alors il continua étape par étape et atteint la contradiction. Et tu vois, la supposition était fausse. La racine carrée de 2 ne peut pas être rationnelle. Mais Laura n'avait pas aimé la démonstration. Alors Erdős se fâcha. Je t'avais demandé de me dire à chaque pas si tu ne comprenais pas quelque chose, et tu n'as rien dit. Et alors Laura, avec un certain bon sens, mais pourquoi tu ne m'as pas dit dès le début que tout cela était faux? Et là, il paraît qu'Ardèche est sorti de ses gonds. Il faut accorder à Laura qu'avant les pythagoriciens, personne ne s'était posé la question de l'irrationalité. Par contre, donner une mesure approchée de la diagonale d'un carré, les Mésopotamiens savaient le faire, et même plutôt bien. Regardez cette tablette. Elle représente un carré avec ses deux diagonales. En haut à gauche, on lit 30, qui est le côté du carré. Sur la diagonale, on lit de gauche à droite 1, 24, 51 et 10. En dessous de la diagonale, 42, 25, 35. L'écriture est sexagésimale. Il faut comprendre le côté du carré écrit 30 comme 1,5, 30 soixantième si vous préférez. La diagonale du carré de côté 1,5 vaut 1 sur racine de 2, dont l'inverse est racine de 2. Les Mésopotamiens donnaient souvent les quantités en même temps que leurs inverses. Les valeurs données ici pour 1 sur racine de 2 et racine de 2 ont une précision inférieure à 10-6. Chez les Indiens, bien avant Pythagore, la religion védique avait codifié les usages géométriques pour la construction des autels destinés aux cérémonies. Ces enseignements religieux, ou sutras, s'appellent des Shulba Sutras, le mot Shulba signifiant corde. Voici ce qu'on y lit. La diagonale d'un carré double sa surface. La mesure doit être augmentée d'un tiers et d'un quart, diminuée d'un trentième, d'un 34e. Ceci est la diagonale. Vous voyez ce que donne le calcul, une valeur approchée à 2, 10-6. Mais comment les Mésopotamiens et les Indiens obtenaient-ils des résultats aussi précis? Par un algorithme itératif, et peut-être celui que nous appelons méthode de Héron, je vous le raconte ailleurs.
Voyez la formule, on peut la comprendre comme un développement limité à l'ordre 1 de racine carrée de a2 plus h. Partez de a égale 1 plus h égale 1, la première approximation de la racine est 1 plus 1,5, soit 3,5. Et la deuxième itération consiste à écrire que 2 égale 9 quarts moins 1 quart. On trouve 17 douzièmes comme approximation au second ordre, ce qui n'est déjà pas si mal. Et une itération de plus donne le résultat d'Apastamba. Mais au fait, ce fameux 10e livre d'Euclide que Pappus avait commenté, eh bien, le voici. Il est entièrement consacré à une très longue discussion de l'irrationalité. Il commence par la définition de commensurable et incommensurable, puis viennent d'autres définitions, comme la notion de commensurabilité en puissance, si les carrés sont commensurables, et bien d'autres. Les 3 livres précédents, 7, 8 et 9, portaient sur les longueurs commensurables, c'est-à-dire essentiellement sur l'arithmétique. Au début du livre 7, on trouve le fameux algorithme d'Euclide. Il est énoncé sous la forme suivante. Deux nombres inégaux étant proposés, le plus petit étant toujours retranché du plus grand, si le reste ne mesure celui qui est avant lui que lorsque l'on a pris l'unité, les nombres proposés seront premiers entre eux. Et la proposition d'après montre comment le même algorithme donne le PGCD de deux nombres. Son énoncé est deux nombres non premiers entre eux étant donnés, trouver leur plus grande commune mesure. Le même algorithme peut être appliqué à des grandeurs commensurables. C'est la proposition 3 du livre 10. Elle dit que si deux grandeurs sont commensurables, l'algorithme consistant à retrancher la plus petite de la plus grande se termine en un nombre fini de pas et trouve la plus grande commune mesure. La contraposée est la proposition 2 du livre 10. Deux grandeurs inégales étant proposées, et si la plus petite étant toujours retranchée de la plus grande, le reste ne mesure jamais le reste précédent, ces grandeurs seront incommensurables. Cette technique de soustraction successive, les Grecs l'avaient baptisée antiphérèse. Elle peut permettre de matérialiser géométriquement l'incommensurabilité. Sur cette figure, vous voyez les itérations, consistant chaque fois à retrancher le côté de la diagonale. Elles se poursuivent jusqu'à l'infini, d'où l'incommensurabilité. Certains historiens pensent que ça a pu être le moyen par lequel les pythagoriciens ont découvert l'incommensurabilité avant la démonstration par l'absurde d'Aristote. On a même conjecturé qu'ils avaient pu découvrir ainsi l'irrationalité du nombre d'or par antiphérèse sur le pentagramme inscrit dans le pentagone. Le nombre d'or est le rapport de la diagonale du pentagone à son côté. Et si les deux étaient commensurables, ils le seraient aussi avec le côté et la diagonale du petit pentagone, délimité par le pentagramme, et ainsi de suite. Mais Euclide savait faire beaucoup plus général. Il donne dans le livre 10 une longue série de propositions dont la diagonale du carré, celle du pentagone, ne sont que des cas particuliers. Par exemple, celle-ci. Les carrés qui n'ont pas entre eux la raison qu'un nombre carré a avec un nombre carré n'ont pas leur côté commensurable en longueur. En clair, puisque 2 n'est pas un carré, le côté d'un carré de surface 2 est irrationnel. La même chose est vraie pour 3, 5, 6, etc. N'importe quel entier qui n'est pas un carré. Alors, pourquoi donc la démonstration par l'absurde d'Aristote pour la diagonale d'un carré apparaît-elle dans la toute dernière proposition du livre 10, la 117e,
et avec une variante par-dessus le marché. Et il faut dire que la structure et la logique de ce livre 10 sont beaucoup plus difficiles à suivre que celles des 12 autres livres. Voici ce qu'en disait De Morgan au XIXe siècle. Ce livre a une exhaustivité dont aucun des autres, même pas le cinquième, ne peut se vanter. Et nous pourrions presque suspecter que Euclide, après avoir arrangé son matériel dans sa tête et avoir complètement élaboré le 10e livre, a écrit les précédents ensuite et n'a pas souhaité les réviser à fond. Et un peu plus loin, en contradiction apparente avec ce qui précède, sur ce livre en particulier, on doit affirmer qu'il ne devrait jamais être lu, excepté par l'étudiant versé en algèbre. Et dans ce cas, non comme une partie des mathématiques, mais de l'histoire des mathématiques. Oui, c'est vrai, le 10e livre des éléments d'Euclide mérite une place à part, par sa longueur et sa difficulté. D'où les nombreux commentaires qu'il a suscités. Nous avons parlé de Papus plus haut. Les commentateurs arabes ont été beaucoup plus nombreux que les Grecs. Rien qu'au Xe siècle, on dispose d'une vingtaine de commentaires différents au 10e livre. Il est impossible de les évoquer tous. Celui de Al-Khazin est l'un d'entre eux. Oh, comme d'habitude chez les Arabes, ce portrait est imaginaire. La tradition des commentaires au 10e livre d'Euclide avait commencé avec Al-Mahani au 9e siècle. Puis sont venus parmi les plus célèbres Al-Khazin, Al-Haytham, Al-Karaji, Al-Samawal, Al-Khayyam. Tous ces savants disposaient du nouvel outil mis au point par Al-Khawarizmi, l'algèbre. Ils se sont peu à peu affranchis de la géométrie et ont développé un calcul algébrique des sommes finies des racines énièmes d'entiers, parallèlement et de façon analogue au calcul polynomial. Voici par exemple la classification que propose Al-Khazin. Pour toute ligne droite posée, il existe un nombre infini de lignes droites qui lui sont comparées. Certaines lui sont commensurables soit en longueur, soit en puissance seulement, soit en longueur et en puissance. Et certaines lui sont commensurables soit en longueur seulement, soit en puissance, soit en longueur et en puissance ensemble, ce qui fait 6 classes. Al-Khazin continue de façon très pédagogique en donnant des exemples dans les triangles équilatéraux, puis des carrés, et il en arrive à décrire complètement les 6 types auxquels il s'intéresse. Évidemment, il n'écrit pas de formules algébriques littérales, comme nous. Voici comment il énonce la première formule. Tout nombre dont nous soustrayons du carré le quart. Ce nombre donne avec la racine du second le premier binôme. Et Al-Khazin précise qu'on n'obtient pas ainsi tous les binômes. Au XIIe siècle, As-Samawal donnera plusieurs formules analogues dans son traité sur l'arithmétique. Mais il énonce en plus une vision numérique très proche de la nôtre. Ce que l'on extrait de l'approximation des racines irrationnelles par le calcul est ce par quoi nous voulons obtenir une quantité rationnelle proche de la racine irrationnelle. Il peut exister une quantité rationnelle plus proche que cela de la racine irrationnelle. Il peut ensuite exister une troisième quantité rationnelle plus proche de la racine irrationnelle que la seconde et la première quantité. Car, pour n'importe quelle quantité rationnelle supposée proche d'une racine irrationnelle, la différence entre elles est de fait une ligne droite. Et une ligne peut être divisée et partitionnée indéfiniment. Et As-Samawal a donc une idée tout à fait claire de ce que peut être un algorithme d'approximation. En Europe,
Les choses vont évoluer beaucoup plus tard, avec cet homme, Simon Stevin. Il était hollandais et mathématicien au service du prince d'Orange. Le mathématicien au service d'un gouvernant, à l'époque, c'était surtout un ingénieur, qui répondait à des questions d'ordre militaire. Simon Stevin avait mis au point pour son prince ce magnifique char à voile, testé sur les plages de la mer du Nord. En mai 608, il a transporté 28 passagers entre Scheveningen et Petem, à plus de 30 km/h. Les témoins ont même précisé qu'aucun cheval, aussi véloce soit-il, ne pourrait le suivre bien longtemps. Eh bien, Simon Stevin, quand il ne dessinait pas des plans de fortification et de machines de guerre, écrivait des livres d'arithmétique, dont ce Traité des incommensurables grandeurs. Voici les premières lignes dans l'encadré bleu. Après que nous ayons vu et revu le 10e livre d'Euclide, traitant des incommensurables grandeurs, aussi lu et relu plusieurs commentateurs sur le même, lesquels le jugeaient comme la matière la plus profonde et incompréhensible de la mathématique. D'autres que ce sont des propositions trop obscures, et la croix des mathématiciens. Et outre cela, je me persuadais, quelle folie ne fait l'opinion commettre aux hommes, de comprendre cette matière par ses causes et qu'elle n'a en soi de telles difficultés qu'on l'estime vulgairement. Et je me suis adonné à décrire ce traité. Ce n'était pas une folie. Stevin comprend le premier, qu'il n'y a pas de différence essentielle entre les nombres, qu'ils soient entiers, rationnels ou irrationnels. Et il l'affirme avec force. Il n'y a aucun nombre absurde, irrationnel, irrégulier, inexplicable ou sourd. Ces choses très vulgaires entre les auteurs d'arithmétique de traiter de nombres comme racine de 8 et semblables, qu'ils appellent absurdes, irrationnels, irréguliers, inexplicables, sourds, etc. Ce que nous nions à quelque nombre que ce soit. Bon, là, tout le monde a dû s'écrier. Bon sang, mais c'est bien sûr, évidemment, il a raison. Eh bien non. Stevin a été âprement combattu, en particulier par Arnaud et Nicole dans leur art de penser, qui est aussi désigné par logique de Port-Royal. Nous voyons encore que Simon Stevin, très célèbre mathématicien du prince d'Orange, ayant défini le nombre, nombre est cela par lequel s'exprime la quantité de chacune chose, il se met ensuite fort en colère contre ceux qui ne veulent pas que l'unité soit nombre, jusqu'à faire des exclamations de rhétorique, comme s'il s'agissait d'une dispute fort solide. Et pire encore. Le même Stevin est plein de semblables disputes sur les définitions de mots, comme quand il s'échauffe pour prouver que le nombre n'est point une quantité discrète, que la proportion des nombres est toujours arithmétique et non géométrique, que toute racine de quelque nombre que ce soit est un nombre, ce qui fait voir qu'il n'a point compris proprement ce que c'était qu'une définition de mots, et qu'il a pris les définitions des mots qui sont incontestables pour les définitions des choses qui sont contestables. Et malgré Arnaud et Nicole, les idées de Stevin ont fini par percoler tout au long du XVIIe siècle. L'arithmetica universalis, ce sont les notes du cours d'arithmétique donné par Newton à Cambridge. Voici ses définitions. On entend par nombre moins une collection de plusieurs unités qu'un rapport abstrait d'une quantité quelconque à une autre de même espèce, qu'on regarde comme l'unité. Le nombre est de trois espèces, l'entier, le fractionnaire et le sourd. L'entier est mesuré par l'unité, le fractionnaire par un sous-multiple de l'unité, et le sourd est incommensurable avec l'unité.
À part le mot sourd qui n'est plus un usage, la définition paraît tout à fait moderne. Donc au début du XVIIIe siècle, la bataille était gagnée. Eh bien non, loin s'en fallait. Voici ce qu'on lit dans la seconde édition de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. L'article sourd a été écrit par l'abbé de la Chapelle, sur qui d'Alembert se déchargeait de beaucoup de corvées. En termes d'arithmétique, sourd signifie un nombre qui ne peut pas être exprimé, ou bien un nombre qui n'a point de commune mesure avec l'unité. C'est ce qu'on appelle autrement nombre irrationnel ou incommensurable. Bon, à part qui ne peut pas être exprimé, rien de vraiment scandaleux. Reportons-nous, comme conseillé, à l'article incommensurable. Celui-là est rédigé par d'Alembert lui-même. Tout nombre entier, comme 2, 3, 5, 6, qui ne saurait avoir pour racine carrée un nombre entier, ne saurait avoir pour racine carrée un entier plus une fraction. Donc, on ne saurait exprimer en nombre la racine carrée de ces sortes de nombres. Donc pour d'Alembert, comme 2 n'a pas pour racine carrée une fraction, la racine carrée de 2 n'est pas exprimable en nombre. A logone, inconcevable, innommable, sourd, absurde, inexplicable, irrationnel. 20 siècles après Euclide, le cas de d'Alembert est un peu désespéré, vous ne trouvez pas? Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire de lui? On ne va tout de même pas le noyer comme Hippase. Et si on l'attachait au mât du char à voile de Stévin, sur la plage, un jour de grand vent?